Nous allons donc aborder la dernière table ronde de la journée et qui a pour thème la lutte contre les violences et les discriminations LGBT-phobes. Cette journée a été marquée par un constat édifiant, celui de la dégradation des droits des personnes LGBT. Et ça sonne particulièrement fort à un moment où le comité de suivi du plan national d'égalité et de lutte contre les violences et les discriminations LGBT-phobes vient de se réunir à la fin du mois de mai pour un point d'étape, alors que dans le même temps, on a l'ONG ILGA qui publie son baromètre, le Rainbow Map 2025, qui lui fait état d'un recul global des droits LGBT en Europe, un recul qui est, comme on l'a vu aujourd'hui, législatif, un recul sur le plan financier, un recul sur l'expression démocratique. Alors, s'il était besoin d'illustrer ce recul en France, eh bien, on pourrait dire qu'en 2018, la France occupait la 6e place du classement et aujourd'hui, elle occupe la 15e place du classement. Voilà, donc on a un recul très fort, très marqué et cette table ronde nous permet de voir qu'il y a peut-être là un désaveu des politiques publiques qui se sont enchaînées depuis 2016 et qui sont portées notamment par le plan national pour l'égalité. Cette table ronde aura donc pour mission de répondre et de nous interroger sur 3 enjeux. Le premier enjeu qui est de se pencher sur cette érosion des droits qui est aussi l'érosion de parcours de vie qui met des personnes sur le chemin de l'exil et qui met des personnes également sur le chemin de la demande d'asile, notamment pour les plus vulnérables d'entre nous. Un deuxième enjeu, c'est identifier les processus qui sont à l'œuvre, les mécanismes de conquête idéologique dont parlait Sarah Legrain ce matin, et notamment d'extrême droitisation des discours sur les réseaux sociaux. Et un troisième enjeu, c'est également parler de ce qui peut être réalisé au quotidien pour mieux capter les violences locales, mieux les faire remonter et agir au niveau territorial. Pour en discuter, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Sébastien Tuller d'Amnesty International, responsable de la commission d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Merci beaucoup. Nous avons également la chance d'accueillir Maxime S., porte-parole de Stop Homophobie. Sur ma gauche, sur ma droite, Aymeric Martin, qui est coprésident, sur ma droite, mais gauche, président du centre LGBTI+, de Lyon. Et sur ma droite toujours, Camille Campos-Fragoso, qui est administratrice de l'ARDIS, qui est également chercheuse en droit du genre, en histoire du droit et du genre. Voilà. Ainsi que Madame la députée Danielle Obenau. Merci de votre présence. Pour commencer la première prise de parole, Sébastien, on avait échangé au téléphone sur l'état des lieux de l'exil. Et Amnesty International a publié récemment son dernier rapport qui consacre une partie importante sur ce recul des droits. J'ai noté que dès 2020, Amnesty International a alerté sur la dérive autoritaire qui se répercute sur les minorités les plus vulnérables et qui les met sur le chemin de l'exil. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'organisation de ce colloque. Et effectivement, ce n'est pas la première année que Amnesty International alerte sur l'intensification des pratiques autoritaires dans le monde. Et cette année, Amnesty, comme chaque année, publie un rapport annuel sur l'état du monde et l'état des violations des droits humains dans le monde. C'est publié en avril. Et donc cette année, le dernier rapport d'Amnesty documente un monde au bord du précipice. Amnesty met en lumière une intensification de cette répression, des pratiques autoritaires, des conflits, du piétinement du droit international des pays les plus puissants qui menacent l'idéal même des droits fondamentaux. Et alors que le monde se trouve à un tournant historique, notre dernier rapport pointe également des raisons d'espérer et des appels à l'action et à la résistance. Donc ça s'inscrit pleinement dans ce colloque. L'édition 2025 de la situation des droits humains dans le monde d'Amnesty identifie et recense plusieurs tendances. Dans le rapport annuel, ça fait plus de 500 pages et couvre et analyse plus de 150 pays à travers le monde. Mais en gros, les 4 tendances que met en avant Amnesty International, c'est
l'escalade catastrophique des conflits, l'intensification des mesures répressives contre les défenseurs des droits et les opposantes au pouvoir, l'échec mondial et l'inaction contre la lutte contre les inégalités, la lutte contre l'effondrement climatique et sur la question des transformations technologiques qui vont mettre en péril les générations futures. Et enfin, les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump viennent accentuer toutes ces régressions mondiales et toutes ces tendances observées l'année dernière en 2024. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette internationale des pratiques autoritaires et de l'anéantissement du droit international, elle concerne aussi les droits des personnes LGBTI+. Et depuis la publication de l'affiche de la Marche des Fiertés de 2025 de Paris, il y a de nombreuses personnes qui s'interrogent, de bonne ou de mauvaise foi, sur la présence d'un badge aux couleurs de la Palestine sur l'affiche de cette Pride organisée avec un mot d'ordre contre l'international réactionnaire. Et du coup, je voulais prendre 2 minutes pour dire que la question palestinienne, elle est intimement liée à la question des droits des personnes LGBTI+. D'une part parce que notre humanité est en jeu. Chaque jour, le silence est une horreur de plus pour la population à Gaza, mais aussi parce que année après année, Amnesty, vous l'avez dit, alerte sur cette régression des droits humains. Et les événements des derniers mois, à commencer par le génocide des Palestiniens et des Palestiniennes à Gaza par Israël, a montré à quel point le monde peut devenir un enfer pour tant de personnes lorsque les plus grandes puissances abandonnent le droit international et font fi des institutions multilatérales et de la justice internationale. Les attaques contre l'ONU, contre la CPI, vont avoir des conséquences désastreuses contre l'architecture même des droits humains pour les prochaines années. Et cette croisade anti-droit, elle vise à saper les mécanismes internationaux et la protection des droits humains. Elle va mettre en péril des milliards de vies à travers le monde, y compris les vies des personnes LGBTI+. Les droits humains des personnes LGBTI+, ne sont pas des droits nouveaux, des droits spécifiques, c'est les mêmes droits humains, les mêmes droits fondamentaux appliqués aux personnes LGBTI. Et du coup, s'attaquer aux mécanismes internationaux de protection des droits humains, c'est aussi s'attaquer aux droits humains des personnes LGBTI+. Et dans le même cadre, on ne demande pas la libération inconditionnelle des otages israéliennes seulement parce que certaines peuvent appartenir à la communauté LGBTI+, mais parce que ça constitue un crime de guerre et que leur détention est illégale et inhumaine au point de vue des droits humains. Et au passage, lutter contre les discriminations nous oblige à lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et la haine anti-LGBT. L'occasion de rappeler que cette femme qui porte le voile a bien sa place sur l'affiche de la Marche des Fiertés de Paris. Je ne vais pas revenir sur la question du pinkwashing et de l'État d'Israël, ça a déjà été abordé par Accept ST et les Invertis, mais lorsqu'on parle de la Palestine, il faut rappeler aussi évidemment que le Hamas ne soutient pas les droits des personnes LGBTI+, et qu'en 1936, quand la Palestine, sous mandat britannique, a criminalisé l'homosexualité à hauteur de 10 ans de prison, que c'est à la fin de ce mandat britannique, en 1948, que la Cisjordanie a abandonné cette pénalisation, mais pas Gaza. Et aujourd'hui, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, la haine et les violences perdurent contre les personnes LGBTI+. Mais c'est l'occasion de rappeler que la majorité des lois qui érigent les personnes LGBTI+, en infraction à travers le monde sont issues d'un héritage colonial, et qu'aujourd'hui, en 2025, il reste encore 60 pays, plus de 60 pays qui criminalisent les personnes LGBTI+, à travers le monde, 12 qui condamnent encore à la peine de mort, et certains pays qui viennent en plus spécifiquement persécuter les personnes trans à travers des lois qui pénalisent le travestissement ou le fait de porter des vêtements qui ne correspondent pas au genre ou aux normes de genre dans le pays. Et oui, l'année dernière, les droits des personnes LGBTI+, ont connu quelques avancées, mais surtout de graves reculs, et que les avancées législatives, elles ne sont pas du tout à la hauteur de ces attaques, de ces violences, de ces humiliations, de ces discriminations que subissent les personnes LGBTI+, à travers le monde, et encore plus les personnes qui subissent des formes de discrimination multiples, croisées ou intersectionnelles. Du coup, je voulais quand même partager des bonnes nouvelles, parce que c'est le mois des fiertés et que j'en ai marre d'avoir un discours qui est particulièrement déprimant. Mais il y a eu quand même des avancées et des résistances malgré tout l'année dernière. La Thaïlande est devenue un des premiers pays d'Asie du Sud-Est à offrir l'égalité devant le mariage aux personnes LGBT. Le mariage pour tous a aussi été ouvert en Grèce, en République tchèque. La justice japonaise a statué que l'interdiction du mariage entre personnes de même sexe serait inconstitutionnelle. En Namibie, la Haute Cour a invalidé la législation qui érige en infraction les relations entre personnes de même sexe. Et au Botswana, par exemple, un projet de modification de la Constitution a été introduit qui pourrait protéger les personnes intersexes des discriminations. Donc on voit bien que partout dans le monde, les personnes LGBT continuent de se mobiliser, continuent de résister et arrachent des victoires, mais que ces victoires ne représentent qu'une goutte d'eau face aux discours de haine, aux violences et aux discriminations qui prennent de plus en plus d'ampleur à travers le monde. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 4 minutes. Super.
Et oui, du coup, ce qu'on voit, ce qu'on assiste, c'est que de plus en plus, les États à travers le monde utilisent la rhétorique anti-droit, anti-genre, anti-trans pour s'attaquer à l'ensemble des lettres de l'acronyme LGBTQIA+, et instrumentalisent systématiquement la question des minorités, et là, les minorités LGBTI+, avant des élections législatives. Et que cette impunité déclenche de nouvelles vagues d'impunité. On voit que si on arrive aujourd'hui à une interdiction de la marche des fiertés en Hongrie, c'est aussi parce que l'élection de Donald Trump donne des ailes à d'autres régimes autoritaires à travers le monde. Et que si on peut en aller jusque-là aujourd'hui, c'est parce que justement l'Union européenne n'a pas réagi quand Viktor Orban a interdit la reconnaissance juridique du genre pendant le Covid en 2020, quand il a interdit la propagande dite LGBT dans les médias et auprès des écoles. La réponse de l'Union européenne n'était pas à la hauteur de ce qui s'est passé, si bien qu'on se retrouve et que Viktor Orban continue d'adopter des mesures, et tant qu'on n'aura pas une réponse qui est proportionnée aux attaques, les régimes autoritaires continueront d'avancer leur agenda réactionnaire. Et Viktor Orban le fait parce que l'année prochaine, il y a des élections et qu'il veut forcer ses opposantes à se positionner par rapport à la question des droits des personnes LGBTI+, parce que c'est vraiment qu'une question d'instrumentalisation, peu importe son avis personnel d'ailleurs sur les questions LGBT, mais on voit bien que la question de la propagande qui est née en Russie, elle fait des bébés à travers le monde, et que de plus en plus d'États adoptent la même législation qui vise à interdire la propagande, ou ce qu'ils appellent la propagande homosexuelle. De la même manière, dans la rhétorique, on voit bien que toute la rhétorique qui vise à interdire de parler de genre, ou la rhétorique qui vise les personnes trans, s'attaque en réalité à l'ensemble des droits des femmes et des droits des personnes LGBTI+, aussi bien sur la question du droit à l'avortement que la question des marches des fiertés. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a plus d'une 60aine de pays qui pénalisent encore les personnes LGBTI+, à travers le monde, que cette répression, il y a vraiment un durcissement dans la parole et dans les actes. Il y a de plus en plus, et Amnesty s'efforce de documenter le plus possible les arrestations, les jugements qui visent les personnes injustement emprisonnées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, ce qui force forcément des personnes à un moment donné à l'exil, et donc du coup ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les personnes qui subissent des LGBTI-phobies dans leur pays le subissent également sur le chemin de l'exil. C'est une peine supplémentaire sur le chemin de l'exil, et Amnesty cette année a documenté en Libye la question de l'utilisation de l'agence de sûreté intérieure de Tripoli, la question des milices et groupes armés qui arrêtent arbitrairement et poursuivent en justice toutes les personnes qui sont suspectées d'appartenir de manière réelle ou supposée à la communauté LGBTI+, que ces personnes subissent des tortures, des traitements inhumains et dégradants, et en fait que cette LGBTI-phobie, elle s'applique aussi sur tout le chemin de l'exil, soit par les compatriotes qui fuient le même pays que le nôtre, soit à travers d'autres pays LGBTI-phobes sur le chemin de l'exil. Et j'ai l'impression que souvent on se focalise sur la question de la demande d'asile, à juste titre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur la question de la demande d'asile une fois qu'on arrive dans un pays occidental, mais ça ferait la transition avec la prise de parole qui va suivre. Mais il y a vraiment aussi tout ce chemin de l'exil qui est souvent oublié, et où les personnes LGBTI+, subissent encore des discriminations en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Merci beaucoup, Sébastien. Je me tourne vers Camille en tant qu'administratrice, je ne sais pas si vous m'entendez quand je tourne la tête, en tant qu'administratrice de l'ARDIS, et pour rebondir sur les propos de Sébastien qui parlait du chemin de l'exil notamment, et des vulnérabilités spécifiques des personnes LGBTI qui voyaient une peine, un surajout de peine. Est-ce que toi-même, à l'ARDIS, qui accompagne depuis plus de 25 ans les demandeuses d'asile, est-ce que tu constates de nouveaux réfugiés chez les personnes LGBTI+, avec des vulnérabilités spécifiques? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, on en a. Bonjour à tous. Je pense que j'ai dit bonjour plus ou moins à tout le monde. Je suis plutôt très heureuse d'être là avec vous. J'aimerais bien qu'on discute davantage, mais on est pris par le temps. Mais je pense que quand on en avait discuté de cette question, et c'est une question qui revient souvent en ce moment, elle est souvent posée à l'ARDIS, notamment vis-à-vis de la situation aux États-Unis. Mais véritablement, je pense que la vraie réponse à donner, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux réfugiés, mais bien des réfugiés, ou en tout cas des demandeurs d'asile à ce stade, qui sont davantage visibles, et surtout davantage visibles que d'autres. Et je dois vous avouer précisément que d'abord et avant tout, je m'interroge sur cette visibilité. De quoi a-t-elle le nom, cette visibilité? Qu'est-ce qu'elle peut révéler de nos propres mobilisations
qu'est-ce qu'elle peut révéler, y compris du fonctionnement de l'Ardise elle-même, qu'est-ce qu'elle dit de nos préoccupations, de notre biais colonial finalement, biais colonial de la manière dont on accueille les gens en France. Déjà, je pense que c'est intéressant de revenir, je pense qu'on n'est pas tous et toutes familières avec ce que c'est qu'une demande d'asile, mais il faut tout de même revenir sur ce que c'est que cet exercice, un exercice qui est profondément élitiste, un exercice qui, au code bourgeois et occidentaux, où il faut savoir parler de soi, mais un soi très spécifique, un soi auquel s'attend l'OFPRA, l'office chargé donc de traiter les demandes d'asile en première instance en France, un office qui va demander une manière très spécifique de se raconter, à l'écrit comme à l'oral, de se dire transpédéguine, mais pas n'importe comment. Une manière de se dire transpédéguine qui doit correspondre à un standard souvent bien éloigné de la réalité de celui qui vit sa sexualité ou ce genre bien différemment, pas de manière occidentale donc. D'ailleurs, précisément, je vous conseille de ne pas être non-binaire, je vous conseille de ne pas être bi parce que si vous êtes étranger et que vous pensez demander l'asile, l'OFPRA n'aimera pas ça. C'est-à-dire que la question se posera notamment sur ça, parce qu'on doutera de vous, on doutera de ce que c'est que votre identité de genre, on doutera de votre orientation sexuelle. Et donc, plus en plus précisément, cette orientation sexuelle-là et cette identité de genre-là est remise en question par l'OFPRA. Des questions qui vont être de plus en plus intrusives, qui vont vous mettre en doute. Je ne pense pas qu'on soit tous et toutes familières avec le fait d'être remis en doute sur notre, d'ailleurs bien au contraire, sur notre identité de genre ou orientation sexuelle. On le souffre au quotidien dans la rue. Mais là, il faut que vous prouviez que vous souffrez vraiment, que vous êtes vraiment gay, que vous êtes vraiment gwyn, que vous êtes vraiment trans. Et quand même, c'est un peu curieux, vous êtes encore un peu masculine, non ? Il faudra penser à se travestir un peu mieux. C'est des choses qui nous mettent dans une position assez particulière pour dire ces choses-là aux personnes qu'on suit. Donc déjà, cette visibilité-là, la question, c'est déjà la question de l'invisibilité. Quand on va déjà s'invisibiliser soi-même, qu'on met son masque, un masque blanc finalement, pour cacher nos peaux, nos vécus, pour se raconter comme des blancs, pour se raconter comme des occidentaux, pour se raconter comme beaucoup de gens autour de cette table, précisément parce que Mimi, tu as bien parlé de privilèges. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes privilèges ici. On n'est pas tous transpédéguines de la même manière autour de cette table. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de comme moi qui sont venus ici dans cette enceinte et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui nous amèneraient ici au passage. Mais en fait, pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à ces réfugiés-là, aux réfugiés américains par exemple? C'est une question souvent posée, alors que la France accueille depuis quelques années déjà, environ 100 000 demandeurs d'asile tous les ans, parmi lesquels les demandeuses d'asile LGBT. On n'a pas de chiffres précis pour ces demandes d'asile-là. Parfois, on fantasme sur 5% des demandes d'asile, par exemple. Nous, de notre côté, par exemple, on a reçu l'année dernière plus de 1500 personnes à nos permanences. 1500 personnes qui sont souvent à la rue, 1500 personnes qui sont souvent précaires, 1500 personnes qui n'ont pas les moyens de demander l'asile véritablement et qu'on doit pallier les manques de l'État à ce sujet. Aujourd'hui, oui, il y a des demandeuses d'asile venant des États-Unis, notamment des personnes trans qui vivent dans les pires États américains. Nous accompagnons, par exemple, une poignée de personnes, tout juste. Et on a beaucoup de questions qui se posent, qui fuient des reculs de leurs droits les plus élémentaires. En effet, au sein, donc, comme j'ai dit, au sein des pires États américains, et qui le font à juste titre. Ce n'est pas tant ça la question. Et à ce stade, on ne connaît pas la position de la France, on ne connaît pas la position de l'OFPRA, donc on n'a pas véritablement d'éléments à vous indiquer à ce sujet. Mais la question qui se pose avec ces personnes qui arrivent là, c'est bien qui sont celles et ceux qui ont les moyens de quitter leur pays finalement, qui ont les moyens de fuir. Qui sont les Américaines qui viennent ici? Des personnes trans racisées aux États-Unis, elles restent là-bas. Elles subissent une réalité tout à fait différente. Elles n'ont pas les moyens d'acheter des billets pour venir ici ou de s'organiser pour venir pour fuir cette réalité-là. Elles meurent dans la rue. Et précisément, l'année dernière aux États-Unis, et je pense que c'est intéressant, en dehors de la demande d'asile, c'est penser à celles et ceux qui ne peuvent même pas demander l'asile, parce qu'il faut être vivant pour demander l'asile déjà. Ça fait partie des premières conditions. Mais et l'année dernière, on a 70% des personnes trans mortes aux États-Unis qui étaient racisées, par exemple. Et parmi celles-là, 56% ne sont des femmes trans noires au sud des États-Unis. Et elles ne sont pas là. Et elles n'auront pas l'opportunité de venir là. Et je pense que d'abord, précisément, cette question-là, de cette visibilité-là, des nouveaux types de réfugiés, véritablement, ça doit être qui on accueille aujourd'hui et comment traite-t-on ceux qui sont déjà là en France. Les publics accueillis par l'ARDI sont des personnes racisées pour la plupart, qui subissent le racisme par ailleurs, qui sont des personnes précaires à la rue, comme je vous l'ai déjà dit,
Et pourtant, nous sommes invisibles, y compris en France. Nos corps sont violentés, y compris en France. Ce n'est pas du voyeurisme que de le dire, c'est vraiment un constat qu'on ne cesse de refuser à le faire, qu'on ne cesse de refuser de le faire, y compris parfois au sein de nos milieux LGBTQIA+, bien sûr. Mais ce sont des personnes qui sont traumatisées, qui subissent des parcours de demande d'asile, lui-même à l'origine d'une détresse profonde. Ça a été dit par Mimi, plutôt ça a été dit par d'autres interventions dans la salle précisément, puisqu'on réactive des traumatismes et c'est une demande d'asile qui n'est pas construite autrement qu'autour de ces traumatismes-là qu'on va réactiver. Et l'État est bien au courant de ça, parce que les associations le disent depuis des années. Et une réalité que l'État ne prend pas en compte, qui refuse de prendre en compte, et qu'il ne prendra surtout pas en charge. D'abord parce que l'État est le premier responsable de cette violence administrative qui est délibérée. Violence administrative contre des personnes étrangères d'abord, contre des personnes noires racisées ensuite, contre des personnes étrangères noires racisées, et trans ou gay ou PD ou green et tout ce que vous voudrez, mais tout ça s'accumule et tout ça donne quand même une violence administrative tout à fait particulière et nous ne sommes pas à la rue comme d'autres sont à la rue, nous avons une vulnérabilité, comme tu l'as dit, assez particulière qui se conjugue et qui crée pas l'espace ne serait-ce que de vivre. Et l'État, lui, n'offre pas les soins dont nous avons besoin. Les associations diverses et variées peuvent pallier, l'ARDIS le fait, mais on ne peut pas pallier jusqu'au bout cette absence. Le travail de nos psys chez nous, par exemple, il est extraordinaire, mais nos listes d'attente se multiplient. Les listes d'attente des autres associations, comme par exemple le COMED, sont infinies, les délais sont beaucoup trop longs, et en attendant, il y a des personnes qui sont véritablement en risque de vie. Nos listes débordent, parce que partout ça déborde, parce que l'on n'en vit pas comme si de rien n'était, on n'en laisse pas derrière nous nos traumatismes, nos viols, nos souffrances, nos agressions, et parfois elles continuent à se faire réactiver ici, et c'est aussi notre responsabilité. Est-ce que la France peut accueillir aujourd'hui des personnes LGBT ? Est-ce que la France peut dire que nos corps racisés sont respectés ici aujourd'hui ? Est-ce qu'on est un endroit sécure, safe, comme on dit, pour les personnes racisées ? Je ne pense pas véritablement qu'on en est là. Et que fait-on face à ces personnes que fait-on face à ces personnes qui sont toujours en danger, des personnes que l'on tue encore, y compris en France, des femmes partout, des femmes surtout, et des femmes trans surtout, des femmes transracisées, dont le corps, la vie n'a pas la même dignité que celle des autres, des femmes transracisées qui font souvent le travail du sexe et qui sont remises en question sur la question du travail du sexe par l'OFPRA. On ne parlera pas de leur identité de genre, que c'est une raison pour les protéger au titre de l'asile. On parlera précisément du travail du sexe. On remettra en question les manières dont elles sont arrivées en France. On les soupçonnera d'être victimes de traite. On ne parlera pas de leur vécu. On ne parlera pas de leur violence. On refusera l'asile, tout simplement, parce qu'on n'aura jamais laissé l'opportunité à ces personnes-là de prouver quoi que ce soit, parce qu'il faut qu'on prouve qui nous sommes quand on demande l'asile. Et précisément, c'est-à-dire, que fait-on ? Que fait-on de ces personnes qui n'ont même pas la dignité de celle des autres en France ? Que fait-on quand l'État il ferme les yeux, quand il n'en remet presque jamais, par ailleurs, et Mimi, tu l'as très bien rappelé, ne serait-ce qu'au niveau de la procédure, la possibilité d'une discrimination liée au genre, au sexe, l'enquête concernant par exemple le meurtre de Géraldine dont tu as parlé, dont on garde la mémoire, et Géraldine, un meurtre horrible et qui n'a pas été assassiné parce que pute, mais qui a été assassiné parce que trans. Et ça, c'est très important parce que ça a beaucoup circulé, y compris chez des députés de la France Insoumise, y compris à gauche, un peu partout. Ce n'est pas le travail du sexe qui aujourd'hui pose problème, c'est véritablement nos corps racisés et trans qui continuent à être violentés. Je pense que je l'ai dit au moins 3 ou 4 fois, mais je pense qu'on le dit à l'Acceptez, où je suis également bénévole, mais je pense qu'à force de le dire, peut-être un jour ça va rentrer, peut-être un jour les positions et les programmes vont changer, peut-être qu'un jour on va nous respecter. Et non, on ne vous demande pas de l'humanisme comme ça a pu être dit par avant, on vous demande une dignité, on vous demande du respect, on vous demande même du pragmatisme parce qu'on meurt en fait. C'est-à-dire qu'on continue. Je pense que c'est important de le rappeler, qu'on ne parle pas. Il a été dit également à un moment donné, je conclue. Il a été dit également à un moment donné que la violence n'est pas au centre de nos préoccupations parfois, mais en fait, nous, on n'a pas le choix. Les violences sont au centre de notre préoccupation. Je sais que parfois, quand on est éloigné de ça et qu'on parle de la mémoire de nos anciens, tout ça paraît très très lointain et on s'étonne toujours que ce soit toujours la réalité des personnes aujourd'hui, mais c'est la réalité des personnes, les personnes LGBTI racisées aujourd'hui en France. Ce n'est pas du passé. Je pense que l'autre jour, nous étions par exemple aux défenseurs de droits ensemble et Acceptez, l'IA, d'Acceptez juriste aujourd'hui, qui avait
avait parlé du silicone, par exemple, et que de la salle entière, théoriquement remplie de personnes qui sont censées être expertes sur ces sujets, s'étonnait que ça se faisait encore. Mais oui, ça se fait encore. Vous pensez qu'on a accès à des transitions de genre? Vous pensez qu'on a accès à des hôpitaux? On n'a pas de papier, en fait. On est en bas de Boulogne en train de crever, et nous, on essaie de demander l'asile, et de plus en plus, on le remet en question. Donc, bon, au bout d'un moment, il s'agirait déjà de ne pas essayer de rentrer dans la théorie, d'essayer de penser nos vécus. Nous, on est là, on l'a déjà pensé, on le vit au quotidien, on le garde dans la peau, et on s'organise comme on peut. La DILCRA, comme vous le savez, tu en as parlé au moment, faire un constat. Oui, je dépasse un peu le temps, mais bon, j'estime qu'on a peu parlé les personnes racisées aujourd'hui, donc je parle un peu pour d'autres. Même si j'ai pas cette prétention-là, mais bon, je parle déjà pour moi, c'est déjà beaucoup. Mais et pour l'ARDIS, bien sûr. Mais la DILCRA, dans son plan, dans son suivi de son plan, constate que tout va très bien. Madame la Marquise, c'est extraordinaire. Nous avons fait beaucoup de choses, y compris dans les avancées qu'on peut constater. Mais les demandeuses d'asile, les personnes étrangères, elles, sont absolument absents de ce plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne pour faciliter notre demande d'asile. Il n'y a pas une ligne pour faire de la France le pays refuge qui disent que c'est sans lettres, bien sûr. Mais bon... Les souffrances sont parfois pas de se faire mégenrer, ce n'est pas des discriminations à l'école, ce n'est pas du bullying, nos souffrances, c'est des violences très concrètes, des violences qui sont administratives, des violences qui sont des vraies violences, comme autrefois finalement, comme autrefois on pouvait craindre et qu'aujourd'hui on craint de plus en plus parce que finalement on se rend compte quand on laisse les personnes racisées de côté, on finit par se prendre dans la gueule le fait qu'on n'a pas géré ces choses-là. Et qu'en fait le truc c'est que pour vous peut-être c'est nouveau, c'est remonté de violence, pour nous ça remonte pas en fait, c'est continu depuis des années, c'est continu depuis toujours. Et précisément là, ma casquette d'histoire du genre, c'est continu depuis des siècles en fait. Et donc c'est assez désespérant parce qu'au moment où on parlait du meurtre de Géraldine, on parlait de personnes trans qui mouraient déjà au Moyen-Âge, qui se faisaient déjà assassiner parce qu'elles étaient trans et putes. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire des demandes d'asile des personnes LGBTI qui ne peuvent de moins en moins demander cet asile? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va nommer des préfets à la tête de l'OFPRA, préfet qui a pour seul objectif de diminuer les demandes d'asile? Qu'est-ce qu'on va faire quand les directives que reçoit l'OFPRA, et vous pourrez lire dans Mediapart d'ailleurs, c'est sorti ce matin, qu'est-ce qu'on va faire quand les directives données à l'OFPRA, c'est de donner de moins en moins l'asile et de mettre en avant, encore une fois, l'ordre public. L'ordre public, quel est l'ordre public? Mais cet ordre public-là, il est blanc, il est occidental, il est colonial, et nos corps ne font pas partie de cet ordre public, et tant mieux finalement, parce qu'on ne veut pas de cet ordre public-là. On veut des papiers, finalement, on est ici, on reste, on ne veut pas demander vos avis, on ne veut pas demander vos avis sur qui nous sommes, on ne veut pas demander vos avis sur nos peaux, sur nos vécus, on veut juste rester là, parce que vous avez juste le hasard de naître ici, et tant mieux pour vous, mais nous, on n'a pas cet hasard-là. Et c'est pire ailleurs, peut-être, c'est peut-être quelque chose qu'on peut dire, c'est pire ailleurs, mais... Je pense qu'il faut s'inquiéter ici parce que nos vécus se transposent, parce que la France reste un pays colonial et il est temps que ça change. Merci beaucoup Camille, on te pardonne du coup le dépassement du temps de parole. Je me tourne vers Maxime. Camille parlait de l'invisibilité des réfugiés, des migrants, des travailleurs du sexe. Elle parlait aussi des violences exercées par l'État, par la non prise en compte, par le silence. Elle parlait des violences administratives. L'une des missions essentielles de Stop Homophobie, c'est de porter assistance, c'est d'aider les victimes. Et vous disposez pour cela d'une ligne d'écoute. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce dispositif et de ce qu'il révèle dans un premier temps? Et dans un second temps, si on en a le temps, une autre des missions qui s'est développée chez Stop Homophobie, c'est la vigilance sur les réseaux sociaux, sur ce qui se passe en ligne. Et je sais que tu es bien placé pour en parler parce que tu as déjà témoigné de cyberharcèlement. Sébastien, tu disais qu'en 2024, tu avais été victime en l'espace de 2 mois, de plus de 10 000 messages toxiques et haineux. Et donc, est-ce que votre équipe observe effectivement depuis 10 ans une évolution du discours, de la radicalisation au sens de droitisation des réseaux sociaux? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Effectivement, la ligne d'écoute Stop Homophobie est apparue parce qu'il y a eu une ligne d'écoute qui s'est mise en place. C'est le premier champ de compétences de l'association. Depuis plus de 10 ans, c'est une ligne d'écoute qui est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Cette ligne d'écoute, elle nous dit quoi ? Elle nous dit évidemment l'augmentation des appels de victimes, l'augmentation des violences. Elle nous dit aussi l'augmentation du degré de violence. On n'est plus sur de l'agression verbale, même si c'est déjà violent. On est vraiment sur de l'agression physique, sur des guet-apens, de plus en plus de guet-apens. Elle nous dit aussi, notamment l'année dernière, première différenciation qu'on va observer, une peur beaucoup plus grande des personnes qui nous appellent de déposer plainte en commissariat. Et d'ailleurs, ça se traduit par les chiffres du ministère de l'Intérieur avec une baisse de 4% des dépôts de plainte, en contradiction totale avec l'augmentation des violences de plus de 5% en 2024. Et ça s'explique pas du coup parce que les violences ont baissé, puisque c'est faux, ça s'explique aussi par le manque de confiance des personnes LGBTQIA+ agressées auprès de l'autorité et donc du coup auprès de l'État. Parce que ça va rejoindre un peu la deuxième question. On va observer aussi un changement de paradigme dans les affaires judiciaires, sur des affaires qu'on peut qualifier un peu de lambda, d'homophobie assez facile à juger, assez facile à caractériser, sur lesquelles on gagnait systématiquement. L'année dernière, on a vu pour la première fois des affaires où en fait l'homophobie, la circonstance aggravante n'était pas retenue, vraiment pour des affaires banales, assez perturbant. Et en fait, on a un changement de paradigme, mais comme pour l'État, comme pour l'appareil judiciaire, mais aussi pour l'OFPRA, je vais rebondir là-dessus parce que c'est tout à fait vrai. Nous, chez Stop Homophobie, on a ouvert une maison d'accueil pour les personnes LGBTQIA+ en situation de vulnérabilité. On accueille les personnes qui fuient aussi leur pays et du coup on est face à l'OFPRA. Et là il y a eu un roulement auprès des effectifs de l'OFPRA qui ne sont pas du tout formés aux questions de LGBTophobie et qui vraiment, on a des témoignages assez aberrants d'officiers de l'OFPRA qui demandent à une personne lesbienne qui a été violée de lui raconter son viol. Est-ce qu'elle est vraiment lesbienne ? Enfin, je ne retraduirai pas tout ça et je pense que toi, tu sais très bien de quoi je parle. C'est choquant, c'est inadmissible. Un officier de l'OFPRA devrait de base, avant d'exercer, être sensibilisé et formé surtout à ces questions-là. Donc ce qu'on observe, c'est qu'effectivement il y a une augmentation des violences, ça on l'a tous vu, plus de 130% depuis 2016. Ces violences, elles s'inscrivent dans ce que j'appelle 3 piliers. Il y a le pilier de communication, et j'inclus les réseaux sociaux, j'inclus les médias dedans, j'inclus les discours politiques, qui ne trouvent pas une condamnation systématique de la part de l'autorité, de la part de l'État, de la part du gouvernement, ou en tout cas trop peu. Et donc du coup, sans condamnation de la part du gouvernement, même symbolique, et donc du coup aussi judiciaire, on observe en fait une fausse légitimité donnée au discours haineux, au discours violent, qui se traduisent du coup sur les réseaux sociaux par des personnes lambda qui nous l'écrivent, et là ça rejoint la vigilance qu'on a sur les réseaux sociaux, qui nous le disent, elles ont très peu de chances de se faire choper. Et c'est vrai, c'est horrible, mais c'est vrai, les procès aujourd'hui, et là je vais parler du pilier judiciaire, police-justice, on avait une mesure, on avait bataillé pour que la mesure du référent LGBT puisse, sous Darmanin, et donc du coup les promesses n'engagent que ceux qui y croient, puissent être étendus à l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a un référent LGBT à Paris qui nous aide énormément. Moi, je passe systématiquement par lui. Il s'appelle Michael Boucheron. Il est incroyable pour les dépôts de plainte de Stop Homophobie, parce que c'est quelqu'un qui est sensibilisé, qui est formé à cette cause-là, et à prendre une plainte, parce qu'une plainte, c'est pas juste j'écris, je raconte ce que la personne me dit. Il y a une méthodologie à suivre pour que la plainte puisse être lue par un magistrat qui va la lire en diagonale, et pour qu'elle puisse être caractérisée correctement, parce qu'une fois que la plainte est déposée, on ne peut plus changer la caractérisation. Ce référent, il n'y en a qu'un sur le territoire, ça n'a pas été élargi et on se demande encore pourquoi, parce que ça, c'est des mesures faciles à mettre en place qui aident drastiquement les personnes LGBTQIA+, qui sont agressées. Donc ça, c'est sur le volet police. On a de plus en plus de témoignages de personnes qui ont peur d'aller dans un commissariat et de subir les LGBTophobies des personnes qui ne sont pas formées et qui sont pourtant là pour nous protéger. On fait partie intégrante de la population française et à ce titre, on mérite et on doit avoir le même niveau de protection et donc du coup d'écoute et de respect. À ça s'ajoute le volet judiciaire où on a des procès qui mettent extrêmement longtemps à aboutir. Et moi, mon cas personnel, j'en suis à plus de 5 ans d'attente.
On a des procès qui sont extrêmement coûteux pour les personnes LGBTQIA+, qui sont déjà précarisées, beaucoup plus précarisées que la population. Et à ce titre, Stop Homophobie, on se constitue partie civile, on accompagne les victimes avec nos avocats. Mais nouvelle chose encore en 2024, nouvelle règle, on a des dépôts de consignation qui sont beaucoup plus importants auprès des associations. Et nous, on est une association qui vit de dons et de subventions. Et quand on nous demande 3 000 € de dépôt de consignation, un dépôt de consignation, c'est la justice qui vous demande une garantie pour savoir si vous êtes vraiment sûr de vouloir aller au procès, ce qui peut se valoir sur certains cas, mais pas trop sur les agressions. Et quand on a plus de 300 plaintes, par exemple, sur l'année dernière et l'année d'avant, 300 fois 3000, vous calculez, ça sort évidemment de notre budget. Et donc, on est obligé de prioriser, ce qui est dramatique, parce qu'on est obligé de créer une espèce de hiérarchie dans la violence. Et donc ça aussi, une mesure sur laquelle on bataille pour faire en sorte qu'une mesure puisse être adoptée au Parlement sur la fin de la dépôt de consignation pour les associations reconnues d'intérêt général, par exemple. Facile, pratique, et on n'a plus un frein au dépôt de plainte pour les associations, ce qui est quand même assez aberrant. Et ensuite, pour revenir en fait sur la communication, on a depuis 5 ans un discours extrêmement violent qui s'ancre profondément dans le paysage médiatique, réseaux sociaux, etc. On parle de wokisme, et ça je vais en parler un petit peu parce que ce mot, l'essence péjorative, elle a été trouvée dans les cercles suprémacistes blancs américains. Elle a été relayée par les groupes minoritaires assez niches avant de prendre un peu ce volet mainstream auprès des influenceurs puis des politiques conservateurs américain et ensuite d'être exporté à l'international. J'aimerais revenir sur le mot wokisme parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le mot valise, c'est la figure rhétorique de l'épouvantail qui veut tout et rien dire. On n'a pas vraiment de définition claire sur le wokisme, mais ça marche. C'est-à-dire que les personnes, quand elles vous lancent la carte joker, vous êtes woke, vous êtes discrédité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive il faut qu'on arrive à trouver une parade à ça parce que c'est quelque chose qui nécrose vraiment le débat public puisqu'on ne peut plus parler des choses qui importent, parler des choses concrètes, des choses réelles, parce qu'on est tout de suite discrédité avec un mot valise qui veut absolument rien dire. Le wokisme, si vous êtes anti-woke, vous êtes en fait par de facto anti-droit de l'homme. En fait, parce qu'une personne woke, c'est une personne qui est soucieuse des droits de l'homme, qui est contre le sexisme, contre l'antisémitisme, le racisme, la LGBTophobie, etc. Et ça, moi, je l'observe, et on l'observe avec Stop Homophobie, c'est que depuis plus de 5 ans, en fait, en tout cas depuis 5 ans vraiment, il y a une accélération de ce discours-là qui prend vraiment au niveau médiatique et sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont pas du tout, c'est pas une parenthèse, c'est pas quelque chose de côté, c'est quelque chose qui influe énormément sur le débat public et sur les opinions de tout un chacun et en tout cas des jeunes. Je pense à TikTok, je pense à Twitter évidemment. Et ces réseaux sociaux-là, là, je crois que c'est aujourd'hui Emmanuel Macron qui demande la fin des réseaux sociaux pour les personnes de 15 ans, en dessous de 15 ans, plutôt que de s'attaquer en fait aux réseaux sociaux qui créent des algorithmes, qui poussent des contenus fondamentalement violents, illégaux. Ça sort du cadre pénal, du cadre pénal français en tout cas, plutôt que d'attaquer ces réseaux sociaux-là et d'avoir le courage, parce qu'en fait à un moment maintenant il faut vraiment du courage pour faire quelque chose de relativement simple, à savoir demander aux réseaux sociaux et exiger des réseaux sociaux qui s'inscrivent et qui s'alignent avec le cadre pénal en France. Donc en fait on a plusieurs choses. On a ce débat public qui n'est plus possible parce qu'on a des termes qui sont dévoyés, qui ne veulent plus rien dire, mais qui sont durement ancrés dans le paysage. Et on a des actions qui sont un peu à côté de la plaque et qui n'aident en rien. En fait, un utilisateur de moins de 15 ans trouvera toujours le moyen d'arriver sur TikTok ou sur Instagram. Enfin, vous comme moi, on a tous eu à un moment des interdictions qu'on a franchies. Donc, il y a des petites mesures faciles. Je parle du dépôt de consignation pour arrêter d'empêcher les associations de déposer plainte. La fin de ce dépôt de consignation. Je pense aux formations des officiers de l'OFPRA qui doit être une condition sine qua non avant d'exercer. Je pense aussi aux moyens dans la police et dans la justice, mise en place des référents LGBTQIA+ partout dans le territoire, parce que ça a un vrai impact pour les populations LGBTQIA+, qui sont agressées et qui ont besoin d'une écoute attentive et sérieuse
pour prendre le dépôt de plainte. Et enfin, une formation aussi des magistrats, parce que je pense vraiment depuis 2024 qu'on a il y a peut-être un manque aussi de sensibilisation et de formation auprès du corps de métier judiciaire pour prendre toute l'ampleur de ce qu'est les LGBTophobies par rapport au cadre pénal. Ça, c'est des mesures qui sont faciles, qui coûtent pas énormément et qui sont possibles même en coupe budgétaire. Coupe budgétaire, je peux y revenir et ce sera mon dernier point. Les associations, comme ça a très, très bien été dit, pallient les prérogatives de l'État qui ne sont pas respectées. Les associations qui aujourd'hui subissent drastiquement les coupes budgétaires. On a une baisse au niveau des budgets alloués par région qui diminue. Stopophobie est impactée, toutes les associations sont impactées, et lorsque les associations ferment, en fait, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que l'État ne remplit pas exactement son rôle. Alors certes, il y a des instances comme la DILCRA, etc., mais qui ne sont pas subventionnées aussi à hauteur de dizaines de millions d'euros. Donc, en fait, il n'y a plus rien. Et comment on fait quand il n'y a plus rien ? Ça, c'est effrayant. Et c'est là où, en fait, le politique doit se saisir de ces choses-là et prendre en compte, je le rappelle, que les populations LGBT font partie intégrante de la population française et qu'à ce titre, on doit être protégé. Et si ça suppose d'avoir des moyens adéquats, eh ben on doit avoir des moyens adéquats. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Je me tourne pour la dernière prise de parole vers Aymeric, donc président du Centre LGBTI+ de Lyon. Est-ce que tu souhaites rebondir sur les propos de Maxime, notamment concernant la violence en ligne, parce qu'on a échangé un petit peu et donc tu portes un projet, donc l'association Next Gamer, qui justement réagit à la haine numérique et qui se propose de créer un espace sûr pour les gamers LGBTQIA+. Et par ailleurs, dans un second temps, tout en respectant le chrono qui est assez contraint, dans un second temps, par rapport à la question des moyens, de ce qui est possible de faire, et notamment dans le vide de l'État et à condition d'avoir des subventions financières, il y a un dispositif local expérimental que tu mènes à Lyon et qui permet une analyse plus fine, une remontée des violences. Et quand on constate, comme tu l'évoquais, Maxime, une baisse des dépôts de plainte au commissariat de 4%, de nouvelles formes de violences qui sont physiques, qui sont des guet-apens, c'est peut-être indispensable. Et tu pourras nous dire à ce moment-là ce que tu observes et les leçons que tu en tires. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette prise de parole. Et en effet, je vais essayer de faire un petit pont, mais rapide pour pas trop en parler non plus. Mais moi, je viens d'une association à l'origine sur le jeu vidéo, le jeu de société LGBT. Et cette association, j'allais dire, je suis arrivé. Et pourquoi elle est née ? Elle est née parce que dans l'espace numérique, de manière très générale, il y a des propos de haine en ligne, et notamment dans les espaces du jeu vidéo. Et en réponse à ça, un groupe de personnes, il y a plus de 25 ans, se sont dit on va se regrouper, on va se mettre autour d'une table et puis on va créer un espace numérique, donc, qui était un Discord, un TeamSpeak à l'époque, pour ceux qui connaissent, des chats IRC, etc., qui étaient des espaces de discussion où on était dans une communauté safe et où on s'autogérait sur ces enjeux-là. L'avantage aussi, c'est que ça permettait de communiquer de manière internationale et pas uniquement entre personnes, j'allais dire, du même microcosme de vie. Et ça a permis une émancipation de personnes qui, quand on est geek, souvent on est très renfermé dans le milieu scolaire, on a souvent beaucoup, malheureusement, on est attaqué en différentes raisons de discrimination, on a plus de difficultés des fois à avoir des liens sociaux, etc. Et ça a permis de recréer des liens sociaux dans un cadre où on est respecté pour son identité. Et moi j'ai monté, en arrivant il y a plus de 6 ans maintenant, des trames, des projets, et dans les projets il y avait le projet de monter le seul festival, et qui est toujours aujourd'hui le seul festival en Europe, sur la question des personnes LGBT dans l'espace numérique, et notamment sur les questions du jeu vidéo. Il y a un pont sur le jeu de rôle et le jeu de société, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est sur la question du jeu vidéo, parce que c'est le premier espace numérique où les jeunes vont aujourd'hui. C'est la plus grosse industrie culturelle au monde, et pourtant, il n'y avait absolument rien. Il y a plusieurs festivals sur le cinéma en France, je crois qu'on en est à peu près à 9 ou quelque chose comme ça. Voilà, je laisserai corriger les personnes qui s'y connaissent mieux, mais il y en avait beaucoup.
Et nous, on s'est dit, on va porter un projet là-dessus. Et au travers de ce projet, au-delà d'un temps de sociabilisation, d'échange, de jeux, etc., on met des tables rondes pour sensibiliser et questionner la société sur beaucoup de sujets, notamment ce qu'est l'identité numérique, c'est-à-dire comment les gens se comportent dans l'espace numérique, quelles identités ils adoptent, quels rapports parasociaux ils ont avec les personnes qui sont visuellement présents, et également de sensibiliser sur d'autres sujets. Et ça, j'y ai tenu très particulièrement sur des enjeux culturels, sur des enjeux de lutte contre la putophobie et la sérophobie ou le racisme. C'est un choix assumé. L'année dernière, on a fait le choix de donner la parole aux personnes concernées, notamment sur les enjeux du racisme, avec l'association Afro-Gameuse que je recommande vivement, qui est aussi sur les enjeux queer, et qui est avec Jane Ruffo, qui est quelqu'un d'assez formidable là-dessus. Et voilà, et l'idée, c'est de comment on met en place une action plus collective par une dimension, j'allais dire, positive, sur des enjeux qui sont pourtant cruciaux dans notre société, c'est-à-dire les échanges et les canaux de communication. Donc nous, la question, elle est plus sur un angle sociologique et d'approche, et pas vraiment sur un angle très juridique, même si on fait des liens, on fait intervenir des juristes, et on essaye de questionner comment la société s'empare de ça. Le problème, c'est que notre société, elle est un peu ancrée dans ses racines, dans ses pierres, pour même dire, et donc elle a du mal à avancer au même rythme que peut avancer les enjeux des questions du numérique qui sont fortement poussées et qui changent tous les jours en fait. Ça pose les questions aussi de à quel point l'anonymat doit exister ou pas, et ça j'ai pas de réponse, mais c'est juste qu'il y a vraiment des questions sur l'anonymat, il y a tous ces enjeux-là qui se posent. Voilà pour cette parenthèse un peu longue, mais pour parler des enjeux numériques qu'on portait et qu'on porte toujours à travers Next Gamer. Et cette année encore, on va mettre le sujet de la haine en ligne. Normalement, si tout va bien, il y a Thomas Joly qui vient en parler notamment, enfin entre autres. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre tout ça en synergie. Pour ce qui est des enjeux locaux, alors j'interviens au nom du centre LGBTI Lyon, mais également avec l'angle de la fédération LGBTI+, où je suis vice-président. Là où moi, mon travail à Lyon a été assez, pour moi, enrichissant, c'est que on a une convention locale. C'est-à-dire qu'on a entendu le plan plan national contre les LGBTI-phobies. Et ben nous, il y avait une déclinaison locale qui remonte à 7 ans, à peu près 7-8 ans. Et ça a été un des premiers plans adaptés de manière vraiment localisée. Avec la volonté de co-travailler, et je peux le dire parce que c'est assez exceptionnel, mais avec la préfecture, le procureur, le rectorat, les HCL qui sont les hospices civils de Lyon, etc., et les associations. Et pour une fois, on était relativement, tout n'est pas parfait, mais dans un espace d'échange et où ça a été co-construit. Là où ça a été très positif sur les enjeux de lutte contre les discriminations LGBTI dans la société, c'est qu'avec le procureur, on a permis depuis maintenant 5 ans des réunions, on en a 2 par an, avec le procureur qui nous remonte les problématiques qu'il a en sa possession, c'est-à-dire le nombre de discriminations, de plaintes pour discrimination qu'il a eu, le nombre de faits graves, les actions en justice, où est-ce qu'on en est. Nous, ça nous permet en tant qu'association de mieux accompagner, d'être plus proche de la réalité. Je parle de la réalité judiciaire, non pas la réalité dans sa globalité. Parce que nous, on est là, par contre, pour le ramener dans sa réalité qui intègre vraiment tout le spectre, c'est-à-dire ceux qui ne déposent pas plainte. Qu'est-ce qu'il se passe pour ces personnes-là ? De mon point de vue, on a monté donc une commission juridique au sein du centre LGBTI de Lyon pour répondre à ces enjeux-là. Parce que je sais qu'il y a Stop Homophobie qui est intervenu par exemple l'année dernière, mais nous, nos réalités, elles sont constantes. Et les associations, elles sont souvent très centralisées sur Paris, sur ces accompagnements-là. C'est des besoins qui sont pour nous donc courants, et donc on a décidé de porter la responsabilité. Et aujourd'hui, on a 12 avocats, avocates et 2 notaires qui interviennent dans cette commission pour mieux accompagner les enjeux juridiques des personnes LGBTI. Et là où c'est pour nous très important, c'est qu'il y a une dimension de plaidoyer sur évidemment les violences qui peuvent être subies, les agressions, etc., mais également d'intégrer les enjeux changement d'état civil, d'intégrer les enjeux, par exemple, quand il y a des conflits avec la CPAM, je l'ai dit tout à l'heure, on a un recours contre la CPAM là-dessus, dans plusieurs CPAM de France, et de vraiment de penser la société, non pas uniquement sous un prisme « j'ai été insulté dans la rue », mais aussi vraiment dans le prisme où j'ai été battu, et ça c'est tout aussi bien pire, mais vraiment dans un prisme qui intègre tous les enjeux de la société, et pas voilà. Donc ça, c'est des réalités qui sont pour nous importantes, et à notre sens, c'est un fonctionnement qui doit être déployé ailleurs, parce que, à ma connaissance,
à chaque fois que j'interviens ou que je rencontre un autre centre LGBTI, j'en ai fait plusieurs ces 2 derniers mois, aucun autre n'a cet échange-là. Et pourtant, il est crucial. Il est crucial parce qu'on ne peut pas parler des enjeux des personnes LGBTI sans qu'ils ne soient présents autour de la table, sans que ceux qui sont engagés soient là. C'est le fameux pour et par, et tout ce qui se fait sans nous se fait contre nous. Et ça, c'est très important pour nous. On a eu la chance, nous, à Lyon, d'avoir cette synergie territoriale, et je pense qu'elle doit être un modèle qui doit être poussé plus globalement. Et je le pense aussi parce qu'on a eu la réunion du comité de suivi, si je me rappelle bien, la semaine dernière ou la semaine encore avant. On a décrié beaucoup de choses et je ne vais pas revenir sur ce qui peut être décriable de cette réunion. Néanmoins, à mon sens, et ça c'est très important, c'est que s'il y a des leçons à tirer avant tout, c'est de se dire que ce type de modèle, c'est-à-dire qu'on devrait faire des réunions thématiques et dédiées sur les enjeux avec chaque ministère. Et il faudrait les faire 1 à 2 fois par an. Je sais que c'est du temps pour eux, mais au vu des enjeux de créer une société, quand on parle de sororité, de fraternité et d'adelphité, c'est ces enjeux-là qui sont nécessaires. Et donc de faire des réunions avec les ministères, des associations qui ont des compétences, et d'intégrer, et ça j'y tiens très particulièrement, c'est mon oncle fédération et qui n'est pas parisien, c'est d'intégrer tous les enjeux des territoires. On n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'a pas tous les mêmes problématiques et les mêmes manières d'y répondre. Et ça, il faut être en capacité, y compris dans les ministères, d'entendre qu'il faut créer de l'adaptabilité de nos luttes. Voilà, je pense que j'en ai déjà beaucoup. Est-ce qu'on a des questions ? Kawanui, bonjour à toutes. J'aimerais juste qu'on revienne, je vais rebondir justement sur la dernière prise de parole, qu'on mette en lumière les violences LGBT-phobes qui se trouvent en Polynésie française, parce que malgré notre culture qui est très riche, très ancienne, où on a été pendant très longtemps très ouvert en fait à cette question de l'homosexualité, cette question de la transidentité, même si on n'avait pas ces mots-là pour les définir, malgré les actes de visibilisation qu'il y a aujourd'hui de la part du gouvernement polynésien, il y a encore cet héritage du colonialisme et aussi une certaine réfraction des anciens à toutes ces nouvelles tendances, on va dire, qui viennent de l'Occident, parce que ce sont des termes qui ne leur parlent pas, parce que même s'il y a cet effort de colonisation encore présent avec l'emploi du langage du français et le recul des langues natales de ces pays, ce sont des termes qui sont complètement étrangers à nous, parce que si je vais dans mon île natale de Nuku'hiva, on va pas parler français, on va parler eo et nana. Du coup, il y a cette réfraction de la part des anciennes générations qui ne veulent pas s'ouvrir, par exemple, à la transition médicale, qui ne veulent pas s'ouvrir à de nouveaux termes, qui vont aussi adopter une position très évangéliste, parce que l'évangélisation dans la Polynésie française a été d'une violence absolue, sans parler du génocide culturel qu'on a subi dû au génocide de la population aussi, via les maladies, la syphilis, la militarisation aussi de nos îles. Donc on a tout cet héritage qui est compliqué et complexe, et aujourd'hui, malgré les actions du gouvernement, malgré le fait qu'on essaie de mettre en avant et de protéger les droits sur ces territoires, il n'y a toujours pas de maison d'accueil, par exemple. On a un plan qui a été débloqué il n'y a pas longtemps pour justement accueillir les personnes qui étaient en situation de danger dans leur famille. La Polynésie française n'est pas inclue dedans. Il y a toujours autant d'appels de détresse à l'association Cousin-Cousine. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une personne LGBT qui s'est suicidée. Et étant donné la très petite population qu'il y a en Polynésie française, si on prend un peu moins d'1% de personnes LGBT qui font partie de cette population, une personne, c'est énorme comme perte. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir sur les autres. Donc il y a une centralisation sur l'Hexagone, et j'aimerais qu'on puisse mettre en lumière donc les situations qui se passent dans les Caraïbes, qui se passent aussi dans les Antilles, tout ce qui est de l'océan Indien et de l'Océanie,
parce que on fait partie du territoire français. On ne peut pas partir, même si les indépendantistes aimeraient bien qu'on parte. On est ensemble en ce moment, donc on doit travailler ensemble. Et j'aimerais que ça soit pris un peu plus au sérieux au sein de l'hémicycle et qu'on nous entende réellement. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole pour la synthèse et la conclusion à Madame la députée Danielle Obono. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Alors, je ne vais absolument pas faire de synthèse ni de conclusion parce que ce serait assez présomptueux, étant donné la très grande richesse et les précisions des différentes interventions qui ont eu lieu. Peut-être, du coup, faire un relevé un peu de ce que j'en retiens. D'abord en précisant, parce que c'était indiqué sur le flyer, en fait, j'étais membre du groupe d'études donc sur les LGBT-phobies dans le monde pendant le premier mandat, 2017-2022. Je n'en suis plus membre, mais je continue bien sûr à suivre. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé avec Bastien Lachaud pendant le premier mandat, qu'on n'était que 17. Heureusement, depuis, on est plus nombreux et nombreuses et plus de collègues ont pu s'impliquer, ce qui permet de se déployer. Et je travaille maintenant plus précisément sur la question racisme et discrimination raciale et religieuse. Et donc, ça, c'est une des premières dimensions que je pense importante de ce que j'ai entendu dans cette table ronde, c'est la dimension intersectionnelle et donc notamment en mettant en lumière, et ce que vous avez dit tous les deux, la dimension internationale, la dimension raciale, la dimension... ces dimensions-là, parce que je crois qu'on ne peut pas envisager une politique de lutte contre les violences LGBTI-phobes et violences au sens systémique et structurel. On parle avant tout de violences d'État, on parle de violences État au pluriel et de violences administratives, institutionnelles, si on n'envisage pas les personnes dans toutes leurs identités et donc et dans la manière dont le système global opprime l'ensemble des dimensions de ces personnes-là. Et donc, pour moi, c'est c'est un élément qui confirme ce sur quoi nous avions, quand je dis nous, je pense à l'ensemble des collègues et du mouvement avec le livret thématique. Mais voilà, ces éléments-là, je crois qu'ils enrichissent énormément l'analyse et la clarté de l'analyse sur cette dimension intersectionnelle. Un autre gros mot qui est brandi comme un épouvantail, mais je pense que c'est un élément d'analyse absolument crucial pour... pas simplement pour savoir de qui on parle, de quoi on parle, mais aussi pour agir et voir comment, effectivement, avoir... on ne peut pas prétendre avoir une politique de lutte contre les LGBT-phobies quand on mène une politique de lutte contre les réfugiés, contre les exilés. Et ça dit justement toute la contradiction, j'allais dire même de celles et ceux qui, aujourd'hui au pouvoir, sont sincèrement des militants de la cause LGBT. C'est une contradiction qui est, à mon avis, nullifie l'ensemble des vœux pieux et de la bonne volonté, j'allais dire, des plus sincères. Donc, et inversement, je pense que la question de mener une lutte de solidarité aux personnes exilées, etc., doit tenir compte de l'ensemble des dimensions et de ces personnes-là, et donc notamment la question des identités de genre et des identités sexuelles, et ça aussi, c'est, à mon avis, j'allais dire de l'autre côté, quelque chose qu'il faut qu'on continue à inscrire dans les luttes, notamment dans les luttes exilées. Je vois ici des personnes, des militants et des militantes qui sont très souvent présentes en fait dans l'ensemble de ces luttes. Et moi, je trouve, c'est un élément extrêmement précieux, le fait qu'il y ait des cortèges de solidarité LGBT dans les luttes des exilés, des sans-papiers, dans les luttes de la Palestine. C'est un facteur, je crois, extrêmement puissant, y compris vis-à-vis, pas simplement de traduction d'une solidarité concrète, mais aussi vis-à-vis du pouvoir dominant de dire et de déclarer et d'affirmer le fait que nous avons conscience de l'interconnexion de nos luttes
parce qu'il y a cette interconnexion de l'oppression. Et la deuxième dimension qui est liée à la suivante, c'est un peu, alors c'est plus une réflexion, je pense qu'il faut qu'on continue à avoir ensemble, et d'où l'intérêt et l'importance de cette initiative. Je remercie du coup le livret et les collègues Guettet et Amio d'avoir pris cette initiative, parce que nous on a besoin en fait de savoir où intervenir, par quel biais intervenir, sur quoi on peut travailler ensemble concrètement de là où on est, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, dans l'institution, et comment on peut gagner, y compris les petites batailles, j'allais dire, institutionnelle, qui n'est pas la destruction du système d'oppression globale. Ça, c'est l'objectif, ça reste l'objectif. Mais voilà, sur quoi on peut avancer, que ce soit y compris vis-à-vis des interpellations de la DILCRA sur voilà, enfin, tenir compte de l'ensemble des paramètres quand on parle de lutte contre les LGBT-phobies, que ce soit, et ça c'est dans les batailles à venir, sur les questions budgétaires, sur voilà, les moyens des associations. Donc je pense que cet échange-là nous donne des pistes, y compris des ouvertures sur les questions, ce que vous dites sur la question numérique. Il y a un débat récurrent qui revient là, en plus, avec des annonces intempestives, mais sur lequel, enfin, nous aussi, on a besoin d'avancer, parce qu'on a une position qui est aussi de dire, en fait, effectivement, ce que vous disiez, le problème, c'est pas les réseaux sociaux, le problème, ce sont les plateformes et la viralité numérique et l'économie générale, en fait, des réseaux sociaux. Et donc, moins l'interdiction des personnes, parce qu'on sait aussi que ça... C'est un outil en fait de répression nous-mêmes de nos outils de lutte, et la question de comment sur les plateformes ce sont aussi les paroles de lutte et d'émancipation, notamment des plus précaires, qui utilisent ces armes-là, parce que ces personnes sont invisibilisées du champ médiatique traditionnel et dominant, et les espaces numériques sont aussi des espaces où les solidarités se forment, où on trouve des ressources qu'on ne trouve pas ailleurs, etc. Et donc, voilà, permettre que la répression d'État, au prétexte de lutter contre les discriminations, ne serve pas non plus contre nos propres luttes et contre les outils dont on peut s'emparer. Et donc, je trouvais ça vraiment très intéressant, l'expérience que vous partagiez de cette question du numérique, parce que c'est un des champs de la bataille aussi, et de la lutte pour l'émancipation. Voilà, je suis désolée, c'est pas une synthèse, c'est plus que ce qu'ont suscité vos interventions. Encore merci, parce que malgré enfin, le constat, et ce que vous disiez sur le fait que la violence n'est pas nouvelle, elle est constante pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous au sens large des opprimés. Je ne cesse de le dire, je vous l'avais dit aussi quand on s'est vu à la bulle, pour nous, de là où on est, de là où on mène la bataille, ce que vous faites est absolument indispensable, d'abord comme matière et puis comme source d'inspiration, parce que grâce à ça, on sait pourquoi on est là, pourquoi on se bat et pourquoi on ne lâchera pas. Voilà.